Deuxième partie de cette émission, je suis toujours avec Mohamed Amiri, journaliste et consultant en communication, Marc-Mvé Bekale, maître de conférence à l'UIT de Troyes et à l'Université de Reims, Mouhamadou Dia, professeur de philosophie et journaliste. Nous parlions donc de cette victoire de Félix Tshisekedi à l'élection présidentielle du 30 décembre. Selon les résultats provisoires de la CENI proclamés dans la nuit de mercredi à jeudi, alors crédité de 38, un peu plus de 38% des suffrages face à Martin Fayoulou, 34,8% et Emmanuel Ramazani Shadari, 23,8% selon donc ces résultats de la CENI. Alors sur cette défaite justement d'Emmanuel Ramazani Shadari, est-ce qu'on peut dire qu'il a payé le prix, qu'il paye le prix de l'impopularité grandissante du régime du président Joseph Kabila? Mohamed Amiri. Il paye probablement son impopularité à lui, puisqu'il était quand même fustigé et il était un petit peu tourné en ridicule. Alors, certes, il est le candidat officiel du parti, mais je crois même à une manigance finalement de la part du parti d'avoir un candidat officiel qui le représente, mais de tirer les ficelles derrière, notamment lorsque le président proclamé, en tout cas le vainqueur des élections, s'est retiré de l'accord de Genève. Alors, on peut peut-être se demander si ça n'a pas commencé à ce moment-là, dans les couloirs du palais, à discuter et à faire de lui, finalement, le vrai candidat du parti, mais non pas à découvert, mais de façon un petit peu camouflée. Marc-Mvé Bekale. Oui, non, mais, je souscris tout à fait à cette analyse. Juste à ajouter que Emmanuel Shadari fait quand même partie des cadres du parti de Joseph, PPRD de Joseph Kabila, et que on peut déjà considérer que 18 ans de pouvoir, certes, il n'est pas resté au pouvoir avec Joseph Kabila pendant 18 ans, mais il est comptable d'une certaine façon. Il fait partie du système. Absolument, il est comptable de la politique de Joseph Kabila et par conséquent, alors donc ça a certainement influé sur le regard que les Congolais ont pu porter sur lui d'une certaine manière. Et donc, ce qu'il faut également signaler, c'est qu'il a été vice-premier ministre en même temps ministre de l'Intérieur. Et donc, en tant que tel, il s'est rendu responsable et coupable d'actes de violence. Pas directement, mais du moins les services dont il avait le contrôle ont quand même réprimé les mouvements religieux, etc. Et donc c'est quelqu'un qui a pas une très bonne presse au Congo. Hein, et donc là, et puis il va de soi que dans un contexte plus global, que ça soit au Congo ou ailleurs, en Afrique centrale, les populations sont dans une situation, ils ont besoin de transition, ils ont besoin de mutation. Et que par conséquent, quelqu'un qui se serait coquiné avec un ancien régime, c'est-à-dire un régime qui dure depuis 18 ans, ma foi, il était temps de tourner la page. Et pour les Congolais, tourner la page voulait tout simplement dire, et veut aujourd'hui dire, effectivement, passer le pouvoir à quelqu'un qui a énormément de compétences. Martin Fayoulou a des compétences. Lorsqu'on considère son cheminement à la fois professionnel et politique, on se rend compte que c'est quelqu'un qui serait à même de redresser économiquement ce pays. Et donc je crois que c'est ça qui, je veux dire, ce qui fait peur à Joseph Kabila, si je puis m'exprimer ainsi, c'est quoi? C'est effectivement que cette personne, ce monsieur, a des capacités et qui ne peut pas le contrôler. Parce qu'il ne sait pas. Alors, est-ce que ce ne sont pas simplement les soutiens de Martin Fayoulou qui posent problème Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba Non, je ne dirais pas ça comme ça. Moi, je ne vois pas ça comme ça. D'ailleurs, je voulais plus ou moins revenir à ce que vous avez dit tout à l'heure lors de votre intervention sur les coalitions. C'est le jeu normal de la politique que, évidemment, qu'on contacte tel ou tel président de parti et autres pour former une synergie qui permet de gagner les élections. Ça, bien évidemment, le Congo, l'RDC est un pays très complexe, ça on le sait, mais il reste que pour gagner, évidemment, on a besoin des soutiens des uns des autres et surtout qu'on est quand même là dans le jeu normal de la démocratie. N'est-ce pas? On n'essaie plus de passer par les armes, mais pas par le vote. Et donc là, je crois... Mais seulement voilà, le résultat, en tout cas selon ce que dit Martin Fayoulou et d'autres opposants, ne respecte pas la réalité des urnes. Donc en termes de respect du jeu démocratique,
il y a quand même un certain nombre effectivement de questions à se poser, mais sans doute qu'on aura peut-être ou pas les réponses dans les prochains jours. On ne sait pas encore, Mamadou Dia. Oui, bon, on ne sait pas. On peut développer des théories du complot. C'est peut-être même le cas. Il y a toujours une théorie du complot dans la politique. Voilà, mais surtout en Afrique. Voilà, mais la réalité des faits, bon, peut-être qu'on ne la connaîtra jamais réellement d'ailleurs. Mais ce qu'on peut constater, c'est que bon, pour les chiffres qui ont été donnés, donc Tshisekedi se retrouve avec 7 millions, un peu plus de 7 millions, Fayoulou un peu plus de 6 millions et l'autre 4 millions. Chadari, même s'il est quand même incompétent, s'il n'est pas charismatique, d'ailleurs Tshisekedi non plus n'est pas charismatique par rapport à son père, mais quand même ces millions d'électeurs, quand même on ne peut pas ne pas en tenir compte. Ça c'est d'un. De deux, la position de la SEMCO, c'est celle-là qui doit être éclaircie. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on connaissait déjà le vainqueur, et on avait un nom. Et que le nom qui a été en fait donné ne correspond pas à celui-là. Et que les chiffres. Sachant que la SEMCO ne donne pas le nom en question. Voilà, elle ne donne pas le nom. On voit que. Et dit que les chiffres ne sont pas conformes. Alors, ça, c'est un problème. Ça jette une suspicion légitime. On va voir si les 10 jours de recours vont pouvoir changer la donne. J'en doute. Et si ce n'est pas le cas, est-ce que ce n'est pas une recette pour que la violence explose encore une fois dans ce pays-là? Et on dit qu'il n'y a que le Congo où la violence... C'est pas vrai. Non. Dans d'autres pays de la sous-région, on connu des violences encore aussi terribles. Et on peut les citer. C'est probablement, si je peux me permettre, c'est probablement la raison pour laquelle la SENCO n'a pas voulu s'avancer pour donner le nom du candidat gagnant. C'est pour, d'une certaine manière, neutraliser les violences. Parce que, d'abord, il n'a pas le droit, il a le moyen. Bon, il n'en a pas les moyens non. Il a les moyens, mais il n'a pas le droit. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que la vocation de la SENCO, qui est une conférence épiscopale, c'est d'abord la paix. C'est de favoriser la paix dans le pays, c'est de favoriser une transition par les élections. Oui, mais je ne veux pas vous couper, mais je veux dire que ce que la SENCO dit est quand même repris d'une certaine façon par Le Drian. Et les Congolais ont regardé France 24 comme tout le monde pour ne pas citer la chaîne. Et voilà, ça pose un problème. Ça n'aurait rien changé. Oui, mais enfin, implicitement, si je peux terminer. Ça n'aurait rien changé, ce d'autant plus que même s'ils avaient 40 000 observateurs dans les bureaux de vote, il y a des organes légitimes, les organes institutionnels pour déclarer le vainqueur. Et donc, qu'un organisme, qu'une association, qu'une conférence ait les résultats aient eu des observateurs, ils nous disent on connaît le nom, ça n'aurait eu aucune validité juridique. Pourquoi? Parce qu'il y a la CENI qui est là, on lui faisait confiance et par conséquent, elle est censée donner le bon résultat. Même aujourd'hui, si la SENCO déclare que c'est Martin Fayoulou qui a été élu, sauf qu'il va y avoir, de toute façon, il y aura toujours la procédure juridique, la procédure de droit qui va être enclenchée. Et l'intervention de M. Le Drian? Le Drian, on s'en fout un peu, parce que... Alors, peut-être pas complètement, puisque Martin Fayoulou compte énormément. Elle a fait appel à la communauté internationale et bien sûr à la SENCO pour appuyer son positionnement et ce rejet des résultats. Mohamed Amiri. Est-ce qu'on entend là, lorsqu'on dit que la SENCO finalement n'a pas donné le nom du candidat, mais implicitement on sait de qui parle la conférence épiscopale, et si son rôle est de garantir la paix, en tout cas elle s'y prend pas très bien. Voilà. Parce que dire qu'il y a eu un candidat effectivement qui est sorti vainqueur des urnes, en tout cas de ses résultats à elle, avec les nombreux observateurs qui étaient présents dans tous les bureaux de vote, c'est jeter le trouble. Voilà. Donc à partir de là, effectivement, les gens vont demander une chose, et vous avez raison de vous interroger légitimement sur ça, vont demander à connaître le vainqueur pour eux des élections. Je pense que les semaines à venir vont laisser place à des troubles qui, j'espère, ne mèneront pas à trop de violence, mais en tout cas, il est évident que dans l'état actuel des choses, le peuple congolais, d'une part, les partisans de Fayoulou, qui n'ont pas l'intention de se laisser voler leur victoire. Ils parlent d'un putsch électoral d'un côté, et puis de l'autre, on a les partisans du président élu, j'ai envie de dire, et j'ai envie de mettre des guillemets, pardonnez-moi, parce qu'on est sûr de rien, qui vont aussi sortir dans la rue. Et on peut craindre
des affrontements entre Il y a déjà eu des troubles, effectivement. En tout cas, l'annonce des résultats provisoires de cette présidentielle par la Commission électorale nationale a suscité, bien sûr, de vives réactions. La RDC désormais partagée entre joie et contestation aussi du côté des partisans de Martin Fayulu, qui a été, je le rappelle, crédité de 34,8% des voix. Il se classe donc à la seconde position selon toujours ces résultats provisoires qui doivent être validés. Le candidat de la coalition de l'opposition, Lamouka, dénonce ce qu'il qualifie de putsch électoral. Je ne me laisserai pas voler ma victoire, dit-il. Il dit préparer la suite avec ses équipes. Jacques Amboka, notre correspondant à RDC, revient sur la victoire de Félix Tshisekedi, mais aussi sur cette contestation qui entoure désormais son élection. Élu avec 38,57% des suffrages, Félix Tshisekedi a été proclamé vainqueur de la présidentielle du 30 décembre 2018. Une heure après la publication des résultats par la Commission électorale nationale indépendante dans la nuit du jeudi à vendredi 10 janvier, le camp du changement a organisé un meeting au siège de l'UDPS. L'occasion pour Vital Kamerhe, directeur de campagne de Félix Tshisekedi, de saluer les performances réalisées par cette coalition. Et sali en 2 mois comment 2 personnes accompagnées de leurs épouses respectives, soutenues par 2 puissants secrétaires généraux, par 2 grands partis historiques, comment ces 2 personnes, j'allais dire, peuvent aujourd'hui ouvrir une nouvelle page où l'ensemble du peuple congolais va écrire sa belle histoire. Quant à Félix Tshisekedi, il a salué l'engagement de tous ceux qui ont rendu possible cet événement, commençant par le chef de l'État, Joseph Kabila. Personne ne pouvait imaginer un tel scénario, et surtout un scénario au cours duquel l'opposition, un candidat de l'opposition, allait sortir victorieux. Je ne serai pas le président d'un parti politique, l'UDPS. Je ne serai pas le président d'une tribu, la tribu des Louba. Je serai le président des Congolaises et des Congolais. Dans cette première sortie après la proclamation des résultats provisoires, le fils du leader de l'opposition, Étienne Tshisekedi, a promis le retour rapide de la dépouille du président de l'UDPS, décédé en février 2016. Il faut noter que le climat dans la capitale congolaise reste tendu du fait de la contestation de ces résultats par le candidat Martin Fayulu. Une victoire donc contestée. Alors on a entendu ces derniers jours les rumeurs, et qui ne sont plus désormais des rumeurs, selon lesquelles Félix Tshisekedi se serait entretenu avec le président sortant Joseph Kabila. Est-ce que ces négociations pourraient remettre en question le ticket Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe qu'on a vu dans le reportage? Mohamed Amiri ou Mais non, on en discutait pendant le sujet, effectivement. Hein, on peut s'attendre à ce qu'il y ait dissidence, qu'il y ait des fractures qui commencent. Si, une fois de plus, le candidat vainqueur de l'élection présidentielle devient président. Parce qu'on n'en est pas là aujourd'hui. On est sur le vainqueur des élections présidentielles. Si demain il est président et qu'il nomme effectivement son colistier comme Premier ministre, on peut s'attendre effectivement à ce qu'il y ait des divergences de points de vue. Et, alors, ou si même il va nommer Vital Kamerhe à la primature, parce que c'est ça dont il est question. Je n'ose même pas imaginer que ce ne soit pas le cas, parce qu'il y a suffisamment d'irrégularités et on est un petit peu, une fois de plus, la risée du monde. Vous disiez tout à l'heure que les élections, dans aucun pays, elles ne se déroulent de façon claire, transparente, etc. Sauf que, voilà, il y a certains pays dans lesquels on sait très bien que le candidat vainqueur à la sortie des urnes est celui qui a réellement été élu. En Afrique, ce n'est que trop rarement le cas. Voilà. Donc là, pour le coup, on peut s'attendre, si jamais il devient président, à ce qu'il nomme son colistier comme Premier ministre. Ça, je n'ai pas de doute là-dessus. Donc Vital Kamerhe. Marc-Antoine Bébé-Calé. Oui, oui, c'est pour ça, c'est pas oui, si tant est que... Le Premier ministre. Si tant est qu'on est face à une transition arrangée, hein, on peut penser que
que nous allons finalement tendre vers une forme de gouvernement d'union entre Tshisekedi et le parti de Joseph Kabila, dont sont issus la plupart que ce soit Kéméré et Chadari. Donc voilà, je crois que c'est, pour moi, ça risque d'être ça la configuration. Et sachant qu'il ne faut pas le perdre de vue, sachant que derrière tout cela, il y a la main même pas invisible de Kabila lui-même. Donc c'est lui qui a construit ce scénario, à savoir que voyant que son dauphin, son candidat de cœur ne pouvait pas gagner les élections, donc il a fallu jouer contre Fayulu. Et donc à partir de là, qu'est-ce qu'il recherche? Ce qu'il recherche, c'est toujours d'avoir le contrôle, je le disais tout à l'heure, le contrôle sur ses intérêts économiques, le contrôle politique, etc. Et donc pour maintenir la main, pour avoir la mainmise sur l'appareil politique, n'est-ce pas, la main souterraine, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est probablement une sorte d'union, n'est-ce pas, un gouvernement d'union, pas nationale, mais d'union entre son parti politique et bien évidemment, vous avez également dit, parce que Chadari, il a quand même eu, il y a eu les électeurs, si on additionne, si on fait l'addition entre le Chadari et on voit qu'il y a quand même, son parti qui a toujours un positionnement relativement fort dans le pays. Et voilà, c'est la configuration que je vois. Oui, Mohamedou Dia. Le problème, c'est que les calculs politiques toujours vont se heurter à la réalité. On prend un parti comme le Parti communiste angolais. La succession s'est faite donc entre Dos Santos et Lourenço. Normalement, Lourenço aurait dû continuer sur la même ligne, rien changer, laisser les intérêts économiques de la famille Dos Santos. Mais ça ne pouvait pas continuer. Donc il a été obligé de casser cela, de remettre en cause la fille Isabelle au niveau de la Sonangol, de remettre en cause le fils, etc. Mais pourquoi? Parce qu'on ne peut pas changer sans changer. Et même si vous nommez votre propre fils, vous pouvez vous retrouver avec des surprises. Et que le Congo est malade de cet accaparement, de ces richesses par des clans. Et le clan Kabila, ça a été étalé, en tout cas dans la presse américaine, mais de manière scandaleuse. Et donc, ce genre de choses, si elles doivent continuer, qu'un clan se substitue à un autre, mais il n'y a pas de changement du tout. Absolument. Et ça, les populations, je ne pense pas qu'elles vont accepter ça. D'où la crainte, justement, de voir arriver Martin Fayulu au pouvoir. Pourquoi? Parce que lui, il considère Martin Fayulu, je le disais il y a un instant, comme un électron libre qui va lui faire un procès, du moins, qui va essayer, d'une certaine manière, d'assainir l'économie du pays. Parce que si... Alors, pardon quand même, mais je rappelle encore une fois les principaux soutiens de Martin Fayulu, Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi. On connaît l'animosité qui règne entre les deux et le chef de l'État sortant. C'est vrai que on n'a pas toujours la lumière, la clarté sur le projet de Fayulu, ce qu'il va faire, etc. Moi, je me tiens d'une certaine manière à une intégrité personnelle. C'est quelqu'un qui a une certaine probité. Certes, il est vrai qu'il y a eu ces alliances-là. On peut considérer des alliances de circonstances, des alliances pour l'accès au pouvoir. Non, alors là, on ne remet pas en question les alliances. On analyse simplement si jamais, effectivement, il y a pu y avoir manipulation. Est-ce que ça s'explique simplement par le programme? Puisque vous expliquez que c'est à cause du programme de Martin Fayulu. Et donc, la question que je pose, est-ce que ce n'est pas aussi dû à l'animosité qui règne entre le président Joseph Kabila, animosité qu'il a envers Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba? Oui, je crois animosité, mais si franchement, il y a Tshisekedi qui déclarait que, voilà, c'est un grand homme d'État, en parlant de Joseph Kabila, qu'on devrait même le nommer ambassadeur extraordinaire pour avoir renoncé au pouvoir, etc. Bref. Toujours est-il que c'est là où il devrait montrer sa grandeur, c'est-à-dire aller à se positionner, à se poser au-delà, de se situer au-delà des rancœurs personnelles pour dire qu'on a là un homme politique de valeur qui est à même de conduire ce pays vers une véritable transition, pas seulement politique, mais également économique. On continue donc d'en parler juste après cette courte pause. À tout de suite.